Les réserves du musée de Laval nous livrent leurs trésors à l'occasion de l'exposition nommée Riche de culture au vieux château de Laval. Des porcelaines aux tableaux en passant par des outils, des sculptures, de périodes et de continents différents. Vu l'engouement des visiteurs, cette exposition va être prolongée de plusieurs semaines. Europe, Asie, Afrique du Nord, Orient. Nous allons découvrir les plus belles pièces de cette exposition en compagnie d'Antoinette Lefalaire. Bonjour. Bonjour. Directrice donc des musées de Laval. Alors autour de quels grands axes avez-vous bâti cette belle exposition ? Alors l'idée de cette exposition, c'est donc de valoriser nos collections dites du musée des Beaux-Arts, des collections qui sont totalement en réserve et donc non visibles de nos visiteurs habituels. Et donc là, nous souhaitons pouvoir les valoriser sur une thématique spécifique, riche de culture, c'est-à-dire le mélange en fait des cultures, des notions de syncrétisme, de métissage, d'assimilation, d'acculturation à travers donc tous ces objets qui vont de la préhistoire à la peinture du 19e siècle. Et aussi au gré, j'imagine, bien sûr, des voyages, des expéditions lointaines, des modes aussi. 19e, 18e, il y a eu des modes. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Oui, le début de l'exposition commence par une toute petite section intitulée « Le syncrétisme religieux, les dieux gréco-romains ». Et donc là, nous avons 4 pièces qui proviennent de nos réserves. Donc ces 4 objets illustrent cette notion de syncrétisme, c'est-à-dire les dieux gréco-égyptiens qui instaurent une nouvelle religion, la fusion en fait de ces 2 religions. Alors 2 petites lampes à huile, j'imagine, l'amulette, la fameuse du dieu Harpocrate, toute petite en bronze. Ah non. Pâte silicieuse. Et une tête de Sérapis. Ah oui, on retrouve tout ça. Quand on va en Grèce, on retrouve tous ces petits visages-là. Donc 4 pièces très précieuses. Voilà, tout à fait, oui, bien sûr. Donc Sérapis est un dieu grec, dieu syncrétique, qui naît de la fusion entre Osiris, dieu égyptien, et de Zeus, dieu grec. La section suivante a trait aux échanges commerciaux. Plus particulièrement, là, nous avons traité du troc au néolithique, puisque nous avons un fonds de haches néolithiques important, qu'on a entre autres toute une collection qui provient de sites du Morbihan. Nous avons appris que ces roches de ces haches trouvées sur des sites morbihanais, en fait, les roches viennent des Alpes italiennes. Les pierres arrivaient donc entre autres en Bretagne, dans le Morbihan. Là, il y avait des ateliers de fabrication, entre autres par exemple à Arzon, dans le Morbihan. Et ensuite, ces haches fabriquées, soit elles restaient sur le site de Carnac, soit elles circulaient également à travers l'Europe. Voilà, ça va dans le nord, ça va en Espagne, ça va dans le sud de la France. Donc il y avait déjà à l'époque cette notion de route commerciale pour favoriser ce troc. Qui correspondait à peu près aux dates qu'on voit là, 10 000 Tout à fait. Nous avons systématiquement en fait mis dans les diverses sections à la fois des cartes, à la fois des frises chronologiques, des textes et des illustrations qui permettent de mieux comprendre en fait tous les thèmes. Nous avons aussi des vidéos, des audios. Toujours dans cette section sur les échanges commerciaux, une autre sous-section qui est l'influence et la colonisation grecque en Italie, et donc plus particulièrement avec une toute petite partie de notre collection de céramique méditerranéenne. Donc nous avons un beau fond d'Ascos, cratères, Aribal, etc. Donc là, des vases grecs fabriqués en Italie, soit en Apulie, soit en Étrurie, donc d'après des formes grecques, d'après des iconographies grecques, mais dans des ateliers italiens. Avec par exemple ici ce petit alabastre biglobulaire qui provient d'un atelier d'Étrurie. Voilà, et il faut savoir que l'alabastre, forme grecque, est en fait à l'origine un vase égyptien. Ce petit vase était un petit vase à parfum. Les formes des vases, mais quelle élégance, quelle finesse celui-là.
Et on a oublié de dire que dès que vous le pouvez, vous notez sur les cartels, vous notez la provenance, en tout cas, qui a acheté cette pièce, à qui et quand est-ce qu'elle est arrivée. Oui, tout à fait. On a essayé au maximum de retracer l'historique de chaque objet. Très souvent, en fait, nous n'avons pas le lieu le lieu de l'achat, de l'acquisition, ni même le nom de l'ancien propriétaire. Donc bon, voilà, ça nous permet justement, ce type d'exposition nous permet de refaire le point sur nos collections. Et je vois par exemple celui que j'aime beaucoup, Alabastre au chien courant, très délicat, très joli, don de Daniel Lerre. Oui, tout à fait. À Laval, en 1912, donc c'est des noms qu'on connaît. Voilà, Daniel Lerre qui a été, au début du XXe, directeur des musées de Laval. Et donc il a fait rentrer de nombreuses pièces, et entre autres ce très bel alabastre. L'alabastre est un petit vase qui sert pour la boisson. Et là, c'est un alabastre qu'on dit au chien courant, puisqu'il a un décor de chien sur la panse, vraiment extrêmement délicat. Dans cette vitrine, on a également une très belle hydrie au comaste qui est là-haut, et ce Skyphos qui est magnifique avec ce décor dit de Gnata, qui était un site en Apulie de fabrication de ces vases. Alors ça aussi, c'est une merveille. Coffret Saint-Tugal. Alors je laisse Antoinette Le Faller nous le décrire. Donc la troisième sous-section, une société multiculturelle, la Sicile arabo-normande. La Sicile a été colonisée depuis l'Antiquité. Il y a eu les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes, puis à partir du XIe, les Normands. Donc c'était un vaste empire, et donc nous avons ce très beau coffret dit de Saint-Tugal qui est en plaque d'ivoire d'éléphant avec des ferrures en cuivre doré, qui a été fabriqué donc en Sicile, probablement dans un atelier de Palerme. C'est une pièce qui date du XIIe siècle et qui est arrivée donc à Laval, a priori comme cadeau de mariage à l'un des seigneurs de Laval, ou à Guy XIII, qui ensuite a été déposé à la collégiale Saint-Tugal pour servir de leur reliquaire. Au moment de la Révolution, la collégiale a été détruite. Le reliquaire est parti à la cathédrale, dans le trésor de la cathédrale. A priori, les reliques de Saint-Tugal ont dû être dispersées. Et puis, donc, le coffret, finalement, est revenu dans les collections du musée. C'est une très très belle pièce qui garde des traces de polychromie originale, et donc pour essayer de les restituer, nous avons fait une impression murale qui nous permet de revoir donc les motifs qui sont sur le coffret avec potentiellement les couleurs d'origine, donc de l'or. Et également donc du bleu et du rouge. Alors sur le coffret, le bleu a viré et il est vert, mais à l'origine c'était bien du bleu, et le rouge qu'on retrouve de façon parcimonieuse, entre autres dans la gueule des chevaux. Ça représente des fauconniers, une scène de chasse en fait. Vous avez les fauconniers, les léopards, les gazelles, etc. C'est vraiment une très très belle pièce. Ensuite, nous passons à la section l'adaptation asiatique à la demande mondiale, le commerce qui s'est établi entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Les Européens qui recherchaient donc les épices vont découvrir le thé, et plus particulièrement la porcelaine, inventée donc par les Chinois. Les Européens, à cette époque-là, n'avaient pas encore trouvé le secret de fabrication de la porcelaine. Donc nous avons une collection de céramique particulièrement importante, la route de la Compagnie des Indes. Toute cette collection a été réétudiée à l'occasion de cette exposition. Ça nous a permis de trouver des petites pépites. Nous avons entre autres ce plat en porcelaine cuite au sable, qui a donc été fabriqué en Chine, à la manufacture de Jingzhensen. C'est une pièce qui date du XVIIe siècle, vers 1640, et
qui a un décor vraiment spécifique puisque ce grand plat décoratif témoigne en fait des échanges entre les autres pays que l'Europe, puisque le plat est orné d'inscriptions en arabe tirées du Coran qui signifie Allah le miséricordieux ou Allah l'universel. C'est-à-dire qu'en fait le commanditaire était musulman, commande faite à un atelier chinois et plat qui finalement est exporté en Europe. Voilà, les objets au XVIIe siècle, comme de toujours, ont énormément circulé. Même chose, cette très très belle pièce qui a été restaurée pour l'occasion, un vase-bouteille. Un vase-bouteille qui date du XVIIIe siècle, 1747, fabriqué cette fois-ci au Japon, et qui représente le portrait de Wilhelm Charles, prince d'Orange-Nassau, connu sous le nom de Guillaume IV, qui était statuteur de la République des Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels. C'était donc une commande des Pays-Bas, avec donc ce portrait d'un officiel, fabriqué au Japon et revenu aux Pays-Bas, donc ex-Provinces-Unies. Dans nos recherches et dans les spécialistes qui sont venus étudier nos collections, vous pouvez voir ce couteau qui, d'office, nous l'avions un peu écarté parce que esthétiquement, il n'est peut-être pas très très beau. Et pourtant, il présente un grand intérêt puisque ce couteau a un manche en porcelaine à décor polychrome et une lame en métal argenté. Bon, le manche a été fabriqué en Chine, toujours dans la même manufacture de Jingdenzhen, mais il porte les armes de Louis XV, le blason de Louis XV. Et en fait, il s'avère que c'est un service commandé en 1738 par le roi Louis XV à cette manufacture chinoise. Et le reste du service se trouve au château de Versailles. Oui, on savait s'émerveiller du talent d'autres civilisations. Et voilà. C'était un goût quand même très pur. S'émerveiller et s'enrichir. S'enrichir en fait du talent, du savoir-faire, des connaissances et de l'esthétisme des autres civilisations, des autres peuples. Technique et esthétique. Voilà, tout à fait. Autre section, la quête d'exotisme. Surtout au XIXe siècle, mais ça a commencé dès le XVIIe siècle, avec entre autres ce qu'on appelait les chinoiseries, tous ces décors d'inspiration chinois qu'on retrouve dans énormément entre autres de céramique, le décor chinois. Vous avez ici une représentation de plusieurs assiettes, plats, raviers, fabriqués donc dans des manufactures françaises, avec systématiquement ce décor dit au chinois, cette imagerie populaire du chinois qu'on copiait. Il y avait des poncifs tout simplement et on reproduisait en fait de ce motif de façon très régulière. Là c'est la manufacture de Lunéville. Là vous avez une belle pièce, c'est un instrument de musique, un tympanon, qui date du XVIIIe siècle, donc une âme en bois avec par-dessus donc un papier imprimé en couleur avec découpage sur la caisse pour permettre le son, avec des scènes exotiques telles qu'on se l'imaginait au XVIIe, XVIIIe. Donc c'est à la fois chinois, persan, il y a vraiment tout un mélange de personnages et d'animaux. Un élan, il y a des sangliers, il y a des fauves, des léopards, des singes. Et puis en personnage, il y a a priori, donc je pense que c'est plutôt turc, voilà, un chapeau à la turque, mais il y a aussi des Chinois. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de ce que pouvait être cette imagerie populaire sur une très très belle pièce. Autre section, le retour à l'antique. Avec la découverte, entre autres, de Pompéi, il y a une vogue pour les antiquités gréco-romaines. L'Europe se déplace, les artistes font ce qu'on appelle le grand tour, c'est-à-dire qu'ils parcourent l'Europe à la découverte de son histoire, et ils vont plus particulièrement en Italie. Ils se rendent à Rome, à Naples, à Florence, etc. Ils y admirent les chefs-d'œuvre de l'Antiquité.
Et ils s'imprègnent en fait de toute cette richesse culturelle et toute cette richesse se retrouve forcément dans leurs œuvres. Là, nous avons un très très beau papier peint panoramique, un lait d'un papier peint panoramique, c'est pas l'ensemble, c'est déjà une pièce importante qui provient donc des manufactures de Joseph Dufour et de Xavier Madère. Et donc il reprend une scène de mythologie, les paysages de Télémaque et dans l'île de Calypso. Donc voilà, un grand classique de la mythologie et qui imprimait sur papier, contrecollé sur toile, ces grandes scènes qui ornaient les intérieurs bourgeois. C'est la fin des tapisseries textiles, c'est le début des papiers peints, tout simplement. Donc là, ce n'est pas peint directement sur le papier, c'est vraiment imprimé. Mais c'est cette notion de papier peint. Ah, ça reste extrêmement fragile. Autre imaginaire, là c'est une huile sur toile intitulée Idéal pays de Maurice Chabat qui représente les muses au bord de l'eau. Voilà, on retrouve entre autres la muse de la musique avec sa lyre dans une atmosphère très proche du symbolisme. Ce paysage magnifique près d'un lac où il y a 6 femmes qui se reposent, qui méditent. C'est vraiment tout cet imaginaire des artistes qui reprennent entre autres la mythologie grecque et romaine. Alors ça, ce sont des pièces de la manufacture de Sèvres et là du Wedgwood en Angleterre, effectivement, qui a produit toutes ces pièces en jaspe, biscuit de porcelaine teinté dans la masse avec un fond bleu et généralement un décor blanc, donc avec des scènes très antiquisantes, extrêmement classiques, voilà. Et donc on a toute une collection aussi de ce type de pièces et un très beau vase, un vase boileau qui provient de la manufacture de Sèvres et qui est un dépôt ancien de la Cité de la céramique de Sèvres. C'est très varié. C'est très varié, voilà. On a effectivement des biscuits, on a des tableaux, des médailles, on a ici quelque chose d'assez rare. Ce sont ces boutons, un lot de boutons qui sont en papier imprimé sous verre et cuivre. Ça date du 19e siècle et ces boutons reprennent en fait des portraits de souverains hellénistiques qui dérivent des profils qu'on pouvait retrouver sur les pièces de monnaie. Une fois de plus, au 19e, on succombe à la mode, mais vraiment jusqu'au bout, puisque on arbore probablement des costumes masculins avec ce type de motifs. Ces boutons nous rappellent la mode, en fait, la mode qui va vraiment s'inspirer de la période grecque, avec, entre autres, à la période napoléonienne, toutes ces robes à haut bustier et ces tenues assez incroyables. D'ailleurs, on les appelait les incroyables. Alors, nous avons à nouveau de la faïence à décor polychrome. Donc là, on est sur la notion de l'architecture antiquisante. De même, on retrouve en fait ce type d'inspiration avec cette œuvre de Ludovic Allaume qui est le plafond. Là, vous avez la maquette du plafond de la caisse d'épargne de Laval. Maintenant, effectivement, la caisse d'épargne n'est plus une caisse d'épargne. Je ne sais pas si le décor peut encore se voir, mais il y est toujours. Il est peut-être caché par un faux plafond. J'avoue que je n'ai pas été vérifié. Mais donc, il y a ce décor de la fortune, forcément, puisque c'était la sagesse et la fortune, puisque c'était destiné à orner une banque. Autre section, l'égyptomanie, autre mode. Au 19e, il y a eu vraiment, avec donc les campagnes de Napoléon en Égypte, campagnes qui se voulaient à la fois militaires et scientifiques, il y a eu un engouement pour l'Égypte antique. Plus, il y a eu le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. Il y a vraiment cette révélation pour l'Égypte et les artistes vont forcément y succomber. Donc nous avons toute une sélection de tableaux sur cette thématique, des tableaux, des médailles. Nous avons aussi du textile avec par exemple cette toile de Jouy. Une toile de coton imprimée donc dans la manufacture de Jouy en Josas.
qui reprend en fait des monuments égyptiens. Voilà, on retrouve les pyramides, les colonnes, etc., etc. Le Nil avec les bateaux, le Sphinx, les chameaux, tous ces clichés en fait de l'Égypte. Et donc ces toiles, normalement c'était des très grands formats destinés aussi à orner les murs. Avant de passer à la dernière section, il y a aussi l'orientalisme, avec bien sûr ici à Laval l'artiste connu et reconnu lavallois Charles Landel, peintre officiel de Napoléon III, va succomber à un moment à cette vague et vogue de l'orientalisme. Son premier tableau orientaliste, c'est La femme Fella. C'était une production d'atelier. Ensuite, il va lui-même faire le voyage en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Israël. Là, il va vraiment renouveler totalement son regard. Et nous présentons plusieurs œuvres de lui, dont cette importante toile, L'aveugle de Biskra. Cet homme aveugle, guidé par une jeune fille au milieu du désert de l'oasis de Biskra. Très très belle toile. Et donc dans cette section, nous présentons également d'autres tableaux, des armes également, musulmanes, arabes, et également une toute petite sélection de photographies, puisque à l'époque, il n'y a pas eu que les peintres à faire le voyage vers l'Afrique du Nord. Il y a eu aussi donc les photographes qui ont publié des clichés dans la veine du pittoresque, comme on le faisait un siècle auparavant pour la France pittoresque. Ici, il s'avère que c'est le Caire pittoresque, donc avec plus particulièrement tout ce regard sur les ruines des tombeaux des Mamelouks, les chefs de guerre, la milice des sultans égyptiens. Et pour finir, dernière mode au 19e, le japonisme, avec l'ouverture du Japon à l'Occident en 1853 et la participation du Japon à l'exposition universelle de 1867. Là, le public et plus particulièrement les artistes vont découvrir les arts japonais, la façon de vivre des Japonais. Là aussi, c'est une révélation. Il va y avoir, entre autres, toute la vogue des estampes japonaises qui vont énormément inspirer les artistes qui vont ensuite se lancer dans l'art nouveau, l'art décoratif. Donc ici, vous avez une œuvre de Léopold Ridel. Là, il s'avère que c'est un Lavallois, disons un Mayennais, très art nouveau. Oui. Vous avez aussi deux vers d'Émile Gallet, le célèbre fondateur de l'école de Nancy, qui, par sa création, par son audace, va révolutionner l'art du verre en France, avec de très belles pièces sur lesquelles on retrouve sa signature par la libellule, en fait, qui était un peu sa marque. Et nous avons aussi une toute petite sélection, on n'en a mis que 3 estampes japonaises, donc estampes qui sont arrivées en France très souvent comme papier d'emballage des céramiques qui arrivaient en Europe. Oui, tout à fait. Donc là, nous avons fait vraiment une toute petite sélection. Voilà, ce sont des belles pièces et ces pièces font écho à 2 éventails qui sont présentés en deçà. Des éventails fabriqués au Japon ou en Chine probablement pour l'un, mais qui sont représentés avec des décors européens. Et qui dit japonisme, on pense aussi forcément au personnage emblématique, le samouraï. Donc on a ce très bel album de xylographie colorée de Kunisada qui représente en fait donc le samouraï. Et le samouraï, ça nous mène à forcément le combat au laser, au sabre, à Star Wars, etc. Donc on reste en fait dans cet imaginaire qui et aussi l'imaginaire d'aujourd'hui, tout simplement. Oui, l'album avec les samouraïs, 1857. C'est du grand art aussi.
Antoinette Le Faller, merci beaucoup pour vos explications et vos commentaires de toutes ces belles œuvres. Donc je rappelle l'exposition riche de culture qui se tient dans la salle d'honneur du Vieux Château et qui est prolongée, donc on peut venir l'admirer en mars, en avril certainement. Tout à fait. Toutes les informations pratiques sont sur le site d'internet des musées de Laval. Merci beaucoup et à bientôt.